Dans ce studio, nous sommes avec Gatete Nyiringabo Ruhumuriza. Il est avocat de profession, mais il est également un observateur averti de l'actualité aussi bien au Rwanda, dans la région et dans le monde. Gatete, bienvenue et surtout de vous joindre à nous. Merci. Gatete, on vient de suivre la compilation. C'était pour toi déjà, y a-t-il autre chose qu'on a omis dans cette compilation qui aura marqué l'actualité selon vous, notamment en national? Au niveau national, peut-être pas, mais il y a la Coupe du Monde. Vous n'avez pas parlé de la Coupe du Monde? Politiquement, nous parlons de la diplomatie et de la politique. Bon, rien ne me vient à l'esprit pour l'instant. Je pense que on ne peut pas tout saisir dans 30 minutes. Mais je suppose que l'événement le plus grand en fait de l'année passée, c'était la Coupe du Monde. Voilà, là tu as été un peu plus global. Mais maintenant, revenons au sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Commonwealth. Ça a été reporté sine die à 2 reprises et puis après ça a eu lieu. On doit dire que le Rwanda aura gagné son pari. Oui, c'était bon. C'était un pari assez risqué, et surtout, mais le Rwanda a déjà acquis une grande expérience dans l'organisation des événements de cette envergure-là. C'était la plus grande à date, mais en même temps, le Rwanda avait déjà organisé le sommet de l'Union africaine, etc., d'autres sommets de ce style, un sommet sur de la Banque africaine de développement, etc. Donc, et on a toute une équipe qui s'appelle MICE, qui est chargée de ce genre d'activité. Donc, c'était un pari gagné. Ça, c'est sur l'organisation, mais aussi sur le contenu. Il y a eu consensus, il n'y a pas eu de crise, il n'y a pas eu d'incident. La secrétaire générale a été reconduite. En fait, l'événement s'est bien passé parce qu'on prédisait qu'il y aurait des gestations géopolitiques, surtout. Il y avait des gens qui ne s'étaient pas entendus sur la secrétaire générale de la Commonwealth. Cet événement-là a été bien géré, etc. Donc c'était un événement sans faille. Je pense que tout s'est bien passé et les invités qui sont venus nous voir sont repartis contents. Nous qui les avons accueillis, nous en sommes contents. Donc en fait, l'événement s'est bien passé, je pense. Et ça, c'est sur le plan organisationnel et maintenant sur le plan de l'action politique, de la diplomatie. Qu'est-ce que le Rwanda aura tiré de cette organisation? Le soft power n'est pas quelque chose de tangible, donc ce n'est pas quelque chose de mesurable. Et donc, non, en fait, c'est la contribution du Rwanda dans le concert des nations, commune des nations, avec son rôle à part entière dans ce monde globalisé, etc. Donc, est-ce que le Rwanda y a gagné un soft power? Sûrement, mais de quelle envergure, de quelle taille, difficile à dire. Mais je pense que c'était plus une contribution. C'est plus ce qu'on a offert au Commonwealth, qui est une communauté aussi grande, presque aussi grande. La plus grande communauté, ce sont les Nations Unies. La deuxième, c'est la Commonwealth. Donc, je pense que c'était notre apport comme pays qui existe, qui a des choses à offrir au monde entier. Mais après, est-ce qu'on a gagné de la soft power dedans? Sûrement, mais la soft power n'est pas quelque chose qu'on utilise. C'est pour ça qu'elle est soft, c'est pour jamais l'utiliser. C'est une sorte de prestige national, etc. Voilà. Et maintenant, on revient dans la région. L'actualité aura été marquée par la normalisation des relations ou le réchauffement, sinon le rapprochement entre les deux pays frères, le Rwanda et l'Ouganda. Est-ce qu'on a connu des sommets des chefs d'État? On a eu l'implication notamment du président angolais, le président congolais pour essayer de mettre autour d'une même table les deux personnalités. Je parle bien du président Kagame et du président Museveni. Et finalement, la solution est venue presque d'un pion sur lequel on n'a pas compté. Si on n'a pas compté, ceux qui n'ont pas compté sur ce pion-là, c'est qu'ils n'ont pas étudié l'histoire. Parce que dans l'histoire du monde, les relations entre États sont soudées par ce genre de relations. Ce n'est pas des sommets. Vous savez, on a des sommets. Les sommets, c'est pour
garder les choses comme elles sont, pour éviter l'escalade. Généralement, c'est ça. Mais les vraies raisons des choses sont beaucoup plus pragmatiques que cela. Donc, des gens qui ont des affinités presque familiales, dans le sens où ils ont travaillé ensemble, lutté ensemble, etc., généralement, ils cherchent une excuse pour se réconcilier. Ils ont des problèmes, mais après, ils cherchent une excuse pour se réconcilier. Après, dès qu'ils ont pris la décision de se réconcilier, les conditions pour que cela soit mis en œuvre suivent. Donc, par exemple, je pense que c'est la même chose avec le Burundi, mais surtout avec l'Ouganda. D'abord, il y a eu un côté économique de la chose. L'Ouganda, qui exportait beaucoup au Rwanda, commençait à sentir, surtout la partie ouest de l'Ouganda, commençait à sentir le poids de cette fermeture de frontières. Mais ce que je trouve très intéressant dans cela, c'est que normalement les gens... Lorsque vous dites la partie ouest de l'Ouganda, qui était le perdant et le gagnant? Non, c'est clair que en fait, ce qu'on appelle le trade balance, l'Ouganda exportait plus au Rwanda que le Rwanda le faisait. Donc c'est l'Ouganda qui a, a priori, complètement senti le poids. Le poids, beaucoup moins. Le Rwanda avait les Rwandais ont senti le poids plutôt affectif. Ils ont des membres de la famille là-bas, ils ont étudié là-bas, il y a des enfants qui étudient là-bas. Mais beaucoup plus, les gens qui exportaient du matériel, de la nourriture, du ciment, du maïs, du waragi, le gin ougandais, là. Mais je ne vous mens pas, c'était une des grandes... c'est un des produits les plus importés ici. Ils ont senti le poids de cela, d'accord, d'une part. Mais encore une fois, les choses qui avaient fait à ce qu'on ait des problèmes existent presque plus. D'abord, on n'arrête plus des Ougandais, des Rwandais en Ouganda. Des mouvements terroristes qui étaient basés en Ouganda sont désactivés. On va dire qu'on a démantelé ces réseaux-là, les raisons que le Rwanda a avancées pour la normalisation. Mais en plus de cela, il y a ce qu'on appelle la political will. On a fait table rase? On ne fait pas table rase. C'est Abraham Lincoln qui disait « Forgive your enemies, but never forget their names ». Donc, on ne fait pas table rase, on apprend. C'est le passé qui passe, mais qui ne passe pas? Non, il passe, mais on y apprend. Il nous laisse des leçons, des choses qu'on devrait éviter à l'avenir pour empêcher qu'on retourne dans des conditions comme cela. Et puis, dans la foulée, il y a le Burundi aussi, dont les frontières avec le Rwanda ont été réouvertes. On va dire que c'est un nouveau départ entre le Burundi et le Rwanda. C'est une question purement économique. Hein. C'est le Burundi... D'abord, nous, on a les mêmes revendications pour le Burundi, pour l'Ouganda et pour le Congo. Il y a des mouvements qui se forment pour déstabiliser le Rwanda et qui s'établissent dans leur pays. Généralement, une question sécuritaire, c'est sécuritaire, c'est aussi simple que ça. Et parce que, à cause de notre histoire, d'un pays qui a vaincu les génocides et que les génocidaires et leurs alliés, etc., sont implantés autour de nous. Bon, maintenant, la question du Burundi, c'est que l'économie du Burundi ne peut plus survivre si la frontière avec le Rwanda est fermée, d'une part. Mais d'autre part, encore une fois, c'est un détail. Par rapport à la position du Rwanda, la position géographique, je dis... Oui, parce que le Burundi a deux frontières. Le Rwanda, avec la RDC évidemment, mais cela s'avère beaucoup plus problématique, mais surtout avec le Rwanda et la Tanzanie. Et cette frontière avec le Rwanda, c'était une grande source de devises. Mais cela est un détail, c'est une technique. Mais en réalité, c'est encore cette excuse, cette envie des chefs d'État de trouver l'excuse pour se mettre ensemble. Parce que nous sommes frères. Donc les frères peuvent être fâchés les uns aux autres, mais ils sont tout le temps à la recherche de la cause pour qu'ils se remettent ensemble. Et donc, je pense que le pouvoir au Burundi est en train de changer sa politique. On est en train de se rapprocher de plus en plus. J'ai beaucoup d'espoir sur ce qui va se passer avec le Burundi. J'entends de très bonnes choses de la part du Burundi en ce moment. Des bonnes choses, de bonnes nouvelles, ce n'est pas forcément le cas du côté de la RDC. Tout d'abord, on est parti de la méfiance, on est parti de l'arrêt des opérations rwandaises qui ne pouvaient plus voler ou survoler entre Kigali et Kinshasa et d'autres villes, notamment Lubumbashi,
puis les choses sont allées tellement vite jusqu'à une méfiance totale et puis à presque une rupture. Gatete, comment comprendre déjà que les choses se soient empirées de cette façon-là pendant les quelques mois vers la fin de cette année 2022 entre la RDC et le... Je pense que Faci Tshisekedi, le président de la RDC, a été mal conseillé par ses collègues qui n'avaient aucune idée des enjeux de la région. Alors, ils lui ont donné des conseils qu'il a pris en compte et puis il s'est retrouvé coincé avec ce genre de conseils. La situation entre... On mène deux guerres. Entre le Rwanda et la RDC mènent deux guerres différentes. On mène une guerre technique, une guerre scientifique. Donc, on utilise des faits. Moi-même, je suis allé dans le Kivu pour récolter des faits. Je ne suis pas allé en tant que représentant du Rwanda ou quoi, mais je suis allé chercher la vérité. Donc, on est tous à la recherche de la vérité. À Kishishe, c'est ça? Je suis allé à Kishishe, mais partout dans le Rutshuru et une partie du Massissi. Je suis allé dans certains endroits pour récolter les faits, pour m'acquérir de la situation sur le terrain. Donc, on travaille avec les faits. Le fait que, en fait, quand vous entendez que le M23 a pris une partie du territoire congolais, il l'a pris à qui généralement? Il l'a pris au FDLR, parce que l'armée congolaise n'est pas en train de travailler. Donc le problème, c'est quoi? Donc on mène une guerre scientifique, tactique, technique, claire. Il mène une guerre populiste. Chaque stratégie a ses avantages, mais à la longue, les gens commencent à se rendre compte. Par exemple, après notre rapport sur Kishishe, après le fait qu'à un moment donné, ils avaient dit qu'il y avait eu des massacres de Kipupu, et puis cette fois-ci, ils avaient commis une erreur, ils avaient accusé les Nations Unies d'avoir abandonné la population. Donc les Nations Unies ont été obligées d'aller faire des enquêtes. Ils avaient dit 250 morts. Quand ils sont allés, ils ont trouvé qu'il y a eu 15 morts. Cette fois-ci, ils ont dit massacre de Kishishe, ils ont dit 300 morts, 250, etc. Il y a eu 19 morts. Donc avec ces deux choses, qu'est-ce qui se passe? Aucune institution internationale va encore suivre les mensonges. Les Congolais vont déclarer qu'il y a des massacres chaque semaine. Mais cette fois-ci, on va leur dire non, ça va, on sait. Donc, le problème, c'est qu'ils ont compris qu'avec la victimisation et avec... Donc, il y a des rwandophones qui ont des revendications claires, mais pour se dérober... Justement, cet amalgame entre les problèmes entre la RDC et le Rwanda et les problèmes congolo-congolais, finalement, on va en sortir? Faisons une nuance, parce que congolo-congolais, ce n'est pas exactement congolo-congolais. C'est-à-dire un mouvement rebelle congolais qui a des revendications à faire devant son gouvernement congolais, mais dont le mouvement aujourd'hui taxé de mouvement terroriste est aussi associé au Rwanda et tout le soutien, et puis on mélange un peu de tout. Non, alors, congolo-congolais, ils font des raccourcis, mais cela, en fait, Tshisekedi et son équipe ne connaissent pas les rwandophones. C'est la différence. Mobutu a travaillé avec Bisengimana, avec Gaïga, avec Miko. Ils avaient rencontré des Rwandais. Et ils savaient faire la part des choses entre les Rwandais et les rwandophones parce qu'ils étaient conscients. Ils étaient arrivés au Kivu souvent, ils connaissaient le Kivu. Mobutu venait faire de la chasse dans le parc de Luindi avec Ngezayo, etc. Donc Mobutu comprenait son pays. Différemment de Tshisekedi, vous estimez que Tshisekedi ne fait pas la part des choses? Non, Kabila vient avec la FDL, il passe par le Kivu. Donc Kabila aussi comprend un peu de quoi il s'agit. Mais Tshisekedi n'y comprend rien. Il ne connaît pas les Rwandais, ne connaît pas les rwandophones. Je suis allé dans le Rutshuru. Êtes-vous optimiste ou pessimiste par rapport à l'issue de tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui? Ambivalent. Je suis ambivalent. Pourquoi? Parce que je me suis rendu dans le Rutshuru. Les rwandophones, Rutshuru, c'est que des rwandophones. Il y a des poches de Nande et de Houndé, mais il n'y a que des rwandophones. Maintenant, quand quelqu'un parle à Kinshasa, un ministre, un chef d'État, je me rends compte que c'est parce qu'il n'a jamais connu le Kivu. Jamais. C'est la première fois qu'il en entend parler. Donc c'est pour ça que les problèmes sont plus complexes, en fait. En tout cas, merci beaucoup pour votre décryptage par rapport à la situation qu'on connaît et surtout de la situation qui malheureusement a caractérisé la fin de l'année 2022. Gatete Nyiringabo Ruhumuriza, je rappelle que vous êtes avocat et observateur avisé de la politique aussi bien au Rwanda et aussi dans la région. Merci beaucoup pour votre présence dans nos studios.